Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un nouveau format, voilà, pour changer un petit peu, pour évoluer. Et puis pour moi c'est beaucoup plus pratique et je pense qu'au niveau pédagogique c'est beaucoup plus clair de le faire dans ce nouveau format donc, que vous allez découvrir et que je vais à partir de maintenant adapter. Alors, les enfants, peut-être que bien, vous êtes parents et vous avez du mal à motiver votre enfant, votre ado, à se mettre au travail, notamment les devoirs, ça devient assez douloureux. Donc, faut-il utiliser la récompense ou alors la punition? Peut-être aussi certains d'entre vous pense que pour être efficace, pour mettre votre enfant à travailler, si vous êtes parent, bien entendu, on peut utiliser les deux, à savoir la punition et la récompense. Et pareillement, si vous êtes enseignant, vous avez un élève ou des élèves qui ne travaillent pas, là aussi, faut-il utiliser la récompense ou la punition, ou comme pour les parents, utiliser la punition ou la récompense et éventuellement changer de pédagogie. Quand vous utilisez la pédagogie, bien faut-il utiliser les jeux. Donc sachez que finalement, eh bien si vous adaptez ces trois stratégies, même en combinant, très souvent ça ne fonctionne pas, c'est un échec. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, peut-être aussi même pour vous, si vous êtes parent ou enseignant, ça peut être assez déprimant. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que tout simplement, quand vous vous attaquez à des comportements, ici, eh bien, c'est une démotivation, simplement vous vous concentrez sur des symptômes et non pas sur les causes racines, parce que la cause racine n'est pas traitée. La cause racine génère un symptôme et ce qui est visible, c'est le symptôme et non pas la cause racine. Mais si vous traitez le symptôme, vous ne traitez pas la cause racine et donc, eh bien, vous passez à côté de la solution que vous recherchiez. Alors, comment faire finalement, Eh bien, d'abord, déjà, identifier les causes racines d'un comportement. Et ici, spécifiquement, on va parler de la motivation. Pourquoi un enfant ou un élève, ça dépend si vous vous placez sur le côté des parents ou de l'enseignant, mais ça revient au même. Tout dépend de la compréhension de la cause racine que vous avez du comportement. Et donc la question c'est, quelle est la cause racine dans ce cas précis des problèmes de motivation chez l'enfant ou chez l'élève? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, notamment en connaissant les fonctions fondamentales du cerveau. J'en dis pas plus, c'est parti. Alors, la fonction numéro 1 du cerveau, c'est de nous maintenir en vie. C'est que notre comportement est influencé pour assurer les besoins vitaux. C'est-à-dire que le cerveau est là pour nous assurer de boire, manger, se reproduire et se protéger. Et même, par exemple, lorsque Einstein et Mozart ont créé leur œuvre, Einstein, la théorie de la relativité, et Mozart son œuvre, leur cerveau respectif a commencé par assurer leur survie avant justement de créer leur œuvre. Il y a une incitation de par notre cerveau à assurer nos besoins, tout simplement. Et l'action est récompensée par la sensation de plaisir. Donc c'est l'action elle-même qui est récompensée, pas seulement l'obtention de la récompense. Et donc un sentiment de satisfaction vient mettre un terme à l'action. Donc il y a l'action qui génère une récompense et une fois que le sentiment a été satisfait, eh bien ça met un terme à l'action. Donc il y a un cycle désir, action et satisfaction. Donc manger, boire, se reproduire. Donc ça fait un cycle. Donc vous allez manger, vous avez faim. Donc l'action c'est de manger. Quand vous avez bien mangé, vous êtes rassasié. Donc vous avez un certain plaisir. Et ensuite, eh bien tout s'arrête. Et ça reprend ensuite plus tard. Donc vous avez cette sensation de vouloir manger le matin au petit déjeuner. Ensuite cette sensation de manger à midi et cette sensation le soir.
il y a une détente, réduction du stress de la journée. Donc une fois que ces besoins vitaux ont été satisfaits, vous avez une détente, donc une réduction du stress dans la journée. Nous avons vu le rôle du plaisir, mais aussi il y a le rôle protecteur de la douleur, parce que la douleur a une fonction. Donc le rôle protecteur de la douleur, il est simple, c'est d'éviter de se mettre en danger. Imaginez que vous ne connaissez aucune douleur, et bien quand vous êtes enfant, vous pouvez mettre votre main sur le feu, aucune douleur, mais finalement vous avez brûlé votre main et vous vous mettez en danger. Et sans la douleur, vous auriez un comportement d'autodestruction. Donc finalement, le cerveau est conçu pour fuir la douleur. Personne n'aime avoir mal. Même avec la volonté, on ne résiste pas à la douleur. Et c'est totalement normal. Alors ça peut être bien entendu une douleur physique comme une douleur morale. Si vous êtes en stress chronique, cela crée une douleur et le cerveau n'aime pas la douleur, donc fuira le stress chronique. Donc l'évitement de la douleur permet la guérison via le repos. Vous avez la loi des effets de Thorndike, qui est un psychologue américain. C'est en 1905 qu'il postule que le cerveau fuit la douleur et va vers le plaisir. Et donc, cette loi a été d'abord expérimentée auprès des animaux et ensuite Thorndike a fait une déduction sur les êtres humains, comme on le fait aussi quand on fait des expérimentations. On commence toujours par les animaux, bien entendu, sur un constat animal et ensuite se pose la question sur la transposition à l'être humain. Le cerveau est programmé pour fuir la douleur et aller vers le plaisir. Alors vous pouvez intuitivement le constater, mais ça a bien été étudié au niveau psychologique, et donc on arrive maintenant à avoir un consensus que effectivement le cerveau fuit la douleur et va vers le plaisir. Et même une étude a été publiée le 31 décembre 2019 dans la revue scientifique Neurone, qui a constaté que les souris, alors là aussi c'est une étude qui a été faite au niveau des animaux, donc au niveau des souris, et ils ont bien découvert que des neurones sont spécialisés pour fuir la douleur et aller vers le plaisir. Qu'en est-il de notre transposition de ces connaissances, le cerveau fuit la douleur et va vers le plaisir? Qu'est-ce qu'on peut transposer dans un comportement d'enfant ou d'élève qui est démotivé? Alors la démotivation est un symptôme de fuite. Donc des causes racines créent cette douleur et provoquent une création de fuite. Et donc la douleur est matérialisée par un stress chronique dans le cas de la démotivation. Et bien entendu, le cerveau va essayer de protéger l'enfant ou l'élève et donc va provoquer une réaction de fuite pour stopper la douleur. Donc ces causes racines sont souvent des blocages d'apprentissage. Alors, quel type d'apprentissage, quand je parle de blocage d'apprentissage, de quel type de blocage s'agit-il? C'est peut-être un petit peu abstrait. Tout simplement, vous avez un type de « je suis nul ». Vous voyez, le « je suis nul » est un blocage d'apprentissage. Si vous êtes nul, vous avez décrété que vous êtes nul, donc vous ne faites rien parce que vous êtes nul. Ou alors, je suis moins bon ou moins intelligent ou intelligente que les autres. Donc vous vous comparez. Le fait de se comparer et se trouver moins intelligent, là aussi, est un blocage d'apprentissage. Donc, nous avons vu que le cerveau cherche le plaisir. Ayant cette cause racine, je suis nul, je suis moins bon, je suis moins intelligent que les autres, se compare aux autres, et donc son cerveau de façon tout à fait inconsciente, tous ces mécanismes sont totalement inconscients, c'est non volontaire. Alors, ce qui est non volontaire n'est pas pour autant une excuse, bien entendu, mais simplement pour essayer de comprendre pourquoi un enfant ou un élève fuit l'apprentissage. Donc quelque part vous vous rendez compte que vous pouvez forcer comme vous voulez, la loi de fonctionnement du cerveau est toujours plus forte. Et quelle est la réaction de sauvegarde pour diminuer le stress chronique et rechercher le plaisir? Eh bien, il y aura une compulsion. Alors une compulsion, c'est vraiment une force dont on ne peut pas maîtriser,
qui va aller vers des activités de plaisir. Donc la compulsion, par exemple, quand vous avez un stress, le stress est lié, par exemple, à la sensation de manger. Le fait de manger un bon gâteau au chocolat, malgré votre volonté de perdre du poids, si vous avez un stress chronique, par exemple, au travail, eh bien, à un moment, votre cerveau, pour ressentir du plaisir et fuir la douleur, pour oublier la journée de stress que vous avez vécue au travail, votre cerveau vous poussera par tous les moyens de trouver le premier objet de distraction possible, à savoir manger ce beau gâteau au chocolat malgré votre volonté de perdre du poids. Et là, boum, c'est raté. Voyez. Donc, perdre du poids, par moment, interrogez-vous sur votre niveau de stress dans la journée. Donc j'en reviens à notre sujet, la compulsion du jeune, de l'enfant ou de l'adolescent, sera d'aller vers des activités de plaisir. Et je vous mets dans le mille, à votre avis, quelles sont les activités de plaisir que recherchent les jeunes? Eh bien, les jeux vidéo, bien entendu, les écrans, les réseaux sociaux, les séries Netflix. Donc, vous comprenez bien que vous, en tant que parent, par exemple, si vous avez un enfant, votre enfant est démotivé à travailler à l'école et se réfugie vers les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les séries Netflix, bien, comprenez que c'est avant tout un réflexe simplement normal, naturel du cerveau qui fuit la douleur et va vers le plaisir. Tout ça, c'est absolument inconscient, c'est pas volontaire de la part de votre enfant. Tout simplement, c'est un mécanisme de sauvegarde parce que l'être humain ne peut pas résister très longtemps au stress chronique qui est une douleur. Donc l'adolescent ou le cerveau de l'adolescent, comme l'exemple du gâteau que j'avais pris, le gâteau au chocolat, va pousser l'enfant à se divertir pour retrouver un plaisir. Et en plus, ça a un effet pervers ou un cercle vicieux parce que les jeux vidéo, les réseaux sociaux ont un effet addictif. Mais la cause racine qu'on peut constater, c'est simplement que à la base, il y a des blocages d'apprentissage du type je suis nul ou je me compare, je suis bien moins intelligent que les autres. Donc en salle de classe, je me compare, je suis ramené à ma nullité ou je suis ramené à ma faible ou non-intelligence, ce qui crée un stress chronique dans la journée. Et lorsqu'il quitte l'école, l'enfant ou le jeune a envie de se distraire, et c'est absolument normal, et non pas de travailler. D'où exactement la démotivation pour faire les devoirs. C'est tout à fait normal. Donc, quand vous voulez motiver votre enfant, le fait de rechercher une punition ou de le forcer, ça peut être apparemment une bonne idée, mais pas si bonne que ça, parce que vous allez à l'encontre du fonctionnement du cerveau de l'enfant et vous serez bien peu efficace. Pour être efficace, il faut d'abord s'atteler à la cause racine, c'est-à-dire ici d'un blocage d'apprentissage. Alors, il y a d'autres causes racines, bien entendu, mais une fois que vous êtes allé dans la cause racine, ensuite, vous pouvez, par expérience, je peux vous garantir que lorsque les blocages et les causes racines de l'enfant sont levées, l'enfant se met tout seul au travail. Donc il n'y a pas besoin, chers parents, vous n'avez pas besoin de forcer plus que ça. Pareillement, chez les enseignants. Alors là, chez les enseignants, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez affaire à 30, 35, voire même 40 élèves. Comprenez que quand vous avez des élèves qui sont pas plus motivés pour apprendre, ce n'est pas forcément votre pédagogie. Alors là aussi, votre pédagogie, bien entendu, est à améliorer. On peut toujours avoir des axes de progrès dans votre façon d'enseigner. Compter uniquement sur cet aspect-là, c'est louable, mais c'est peine perdue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été instructive. Likez si vous avez aimé, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.